Et on a trop souvent associé végétal et austère, quoi. C'est-à-dire que végétal, non mais c'est vrai que parfois tu te dis, bah le végétal c'est triste, c'est fade, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de goût. Bah c'est faux, ça peut. Aujourd'hui on a des produits, on les a même fait goûter à des bouchers. Il y avait 20 bouchers, il y en a 13 qui se sont plantés ils croyaient que c'était de l'animal alors que c'était nos produits. Souvent l'idéal c'est de pas le dire, parce que quand tu le dis pas, la personne va manger, tout le monde va se régaler, on va dire c'est super bon. Donc il faut les laisser se régaler, et après tu dis bon bah il se trouve que c'était végétal. C'était tout l'enjeu d'Acro, c'était d'aller chercher justement de l'impact pour la planète, pour les animaux et pour la santé. Et l'impact, tu l'as pas si tu t'adresses uniquement à une petite population, quoi. Il faut vraiment aller chercher tout le monde. Soyez curieux parce que parfois on peut s'arrêter pour de mauvaises raisons. Tu vois, quand je te parlais des idées reçues sur le végétal, je pense qu'aujourd'hui le végétal a vraiment changé, il a évolué, mais il faut être curieux. Il faut aller découvrir, il faut pas hésiter à déguster. Et c'est ça qui va permettre derrière de changer les choses. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Club VG. Aujourd'hui, je suis à Arras, dans les Hauts-de-France. Avec mon invité du jour, on plonge dans un sujet passionnant. Comment créer des alternatives végétales qui ont vraiment du goût? Quel est leur impact sur l'environnement? Et surtout, est-ce que le végétal peut plaire à tout le monde et pas seulement aux végés? Pour en discuter, je suis avec Renaud Saïssé, directeur général de la marque Acro, que vous connaissez sûrement déjà. Bonjour Renaud. Bonjour Maxime. Comment vas-tu? Très bien. Toi aussi? Oui, super, je suis content de venir découvrir la région du Nord que je ne connais pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire du coup qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre Acro? Tout à fait. Donc, je suis Renaud, j'ai 45 ans et je suis papa de 2 ados. Et ça fait 20 ans que je travaille dans l'agroalimentaire. J'ai toujours été passionné par la food et j'avais envie justement, c'est pour ça que j'ai rejoint le projet Acro, d'avoir des projets qui construisent des choses pour l'avenir et notamment qui permettent d'assurer cette transition alimentaire. On pourra en discuter, on a vraiment un enjeu très fort sur l'avenir à changer la façon dont on impacte la planète d'un point de vue global et l'alimentation pèse de plus en plus lourd. Et Acro a cette mission-là, cet objectif d'agir positivement pour le climat, pour la planète et c'est ce qui m'a motivé à rejoindre ce projet. Ok. Donc du coup, ça fait 20 ans que tu es dans le milieu. Est-ce que tu as vu peut-être une tendance un peu pour le végétal depuis combien de temps peut-être si, Clairement. Ça fait, je dirais, une dizaine d'années qu'on commence à avoir une vision plus claire de l'impact positif d'une alimentation plus végétale. L'alimentation, historiquement, était plus végétale. Elle l'est d'ailleurs dans certains pays comme en Inde, mais même en Europe, on avait un régime beaucoup plus végétal avant. La consommation de viande a explosé dans les années 80-90 et on arrive maintenant à des dérives et donc elle est en train de revenir depuis 10 ans de façon plus marquée et différente de ce qu'elle était avant. Donc on sent cette tendance forte et il faut par contre l'accompagner avec des solutions nouvelles. Ouais. Oui, donc on revient peut-être un petit peu avant cette explosion de la viande, de la production et de la consommation surtout de masse qu'il y avait eu. Et comme tu le dis bien, c'est vrai que c'est tout récent en fait. Parce Exactement. Que si on regarde beaucoup plus loin, on ne mangeait pas autant de viande que ça. Tout à fait, les plats traditionnels avaient souvent très peu de viande, mais progressivement on en a rajouté avec aussi une population qui a été plus aisée et qui a pu avoir accès à de la viande comme on n'en avait pas accès préalablement. Et c'est drôle que tu dis ça parce que maintenant, enfin, si on regarde les plats traditionnels français, je ne connais pas beaucoup qui sont sans viande. Complètement. Si tu en connais un, mais non, quasiment aucun. Voilà, donc c'est quand même que ça a changé. On pourra en parler, c'est l'enjeu qu'on a eu justement dans trouver ces nouvelles solutions, c'est trouver des nouvelles solutions qui ressemblent à la viande, qui se cuisinent de la même façon, qui ont les mêmes propriétés, pour pouvoir les inclure dans notre patrimoine culinaire et gastronomique. Parce que si tu as toujours fait des plats à base de viande, quand demain on te dit mange moins de viande ou ne mange plus de viande, bon courage, parce que tout ce que tu as appris, il faut à nouveau réapprendre. Et apprendre à cuisiner du tofu, c'est pas simple. Pour en consommer depuis plus de 10 ans, il faut du savoir-faire, tu peux te casser les dents, c'est pas toujours super gourmand si tu te rates. Donc c'est là où il y a un enjeu à trouver, nous, les solutions pour les consommateurs et pas attendre que tout vienne du consommateur. Est-ce que tu peux m'expliquer comment et pourquoi est né Acro? Alors, Acro, c'est né justement d'une volonté d'agir positivement pour la planète en trouvant des alternatives réelles. Et quand je dis des solutions réelles pour diminuer la consommation de viande, et pourquoi je dis réelles, c'est-à-dire quelque chose qui vraiment facilite la vie du consommateur. Chaque fois le constat de base, c'était de se dire que chaque fois qu'on demande au consommateur de faire des compromis, ça ne peut pas être une solution.
Donc il fallait trouver des choses qui permettent aux consommateurs une solution assez évidente. Par exemple, si tu leur demandes, je sais pas, l'hiver de plus chauffer, particulièrement dans le nord, ça va être compliqué. Tu vas passer un hiver très compliqué, quoi. Donc ça, c'est pas une solution. Quand tu commences à isoler les combles, à financer aussi avec des réductions d'impôts pour que les maisons et les habitats soient mieux isolés, là, tu commences à rentrer dans une solution qui fait du sens et qui peut avoir de l'impact. Sur l'alimentation, c'est pareil. On s'est dit, comment on peut aider le consommateur à migrer vers une consommation avec moins de viande, donc en incluant plus de végétal. Si tu lui demandes juste d'arrêter du jour au lendemain sa consommation de viande, et comme je le disais, de passer sur la consommation de tofu, c'est mort. Ou de manger des légumineuses tous les jours, c'est quand même super compliqué, quoi. Il faut du temps, il faut l'expertise culinaire, il faut passer l'épreuve du goût. Et le consommateur, il n'est pas prêt à accepter ce compromis-là, quoi. Donc, on s'est dit, comment on peut trouver des solutions qui permettent de résoudre ce compromis et qui soient vraiment simples dans l'usage pour le consommateur. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut développer de la viande végétale qui, en tout point, ressemble dans son utilisation, mais aussi dans le plaisir que tu vas avoir à le consommer, au plaisir que tu peux avoir avec de la viande. Et ça, c'était un sacré challenge. Ouais, j'imagine bien. Mais après, effectivement, oui, voilà, il faut de la volonté de apprendre à cuisiner le tofu, par exemple. Oui. C'est possible, mais effectivement, comme tu le dis, voilà, il faut cette volonté-là, faire cette démarche-là. Effectivement, peut-être que on va dire le grand public a peut-être pas forcément le temps ou l'envie de le faire. Et donc, du coup, là, c'est vraiment, de ce que je comprends, c'est vraiment un accompagnement. On sait qu'il faut manger moins de viande, mais ok, si on ne prend pas, c'est vraiment prendre la main du consommateur pour… C'est ça. En fait, c'est si tu veux toucher tout le monde, quoi. Sinon, tu vas toujours t'adresser à une petite partie de la population qui va effectivement faire l'effort de se former à la cuisine du tofu, qui en soit pas hyper compliqué, mais quand même, quoi. La base, c'est pas un produit super simple à cuisiner. Et surtout, on n'en a pas la culture et l'historique. Au Japon, ils ont cette culture-là. En Inde, ils l'avaient également. Mais nous, non, on a cette culture de la viande maintenant depuis des décennies. Et donc, il faut réussir à trouver des produits qui ressemblent à la viande pour que justement, chaque consommateur, de façon très simple, comme il utilise, tu te fais un burger, il faut que ton burger végétal il soit aussi simple à faire qu'un burger animal. Et donc, Accro vient de sortir plusieurs nouveautés, donc là en avril, sur le marché. Qu'est-ce qui a motivé ces nouveaux produits Ouais. En fait, on s'est lancé il y a 3 ans, donc c'est très récent. On a commencé à vendre nos premiers produits début 2023. Donc tu vois, on n'est même pas, ça fait 2 ans. Donc, donc c'est vraiment… Ouais. Ok, en termes de commercialisation, tu vois, ça fait 2 ans. Ouais. Et donc c'est pas si ancien que ça. Et on a lancé à l'époque 5 produits. Et on s'est vite rendu compte qu'avec 5 produits, finalement, c'était très peu. On avait 2 burgers, on avait une boulette, des nuggets, voilà, exactement, et de la farce. Avec ça, tu couvres pas tout le périmètre et le champ des possibles en termes d'alimentation. Donc il y avait besoin d'amener de l'innovation. Donc rapidement, on a lancé l'année d'après 10 innovations et cette année, on sort encore une dizaine d'innovations. Pourquoi? Pour justement amener de la variété et arriver vraiment vers cette solution qui est de se dire on doit pouvoir trouver dans le végétal tout ce qu'on trouve dans le monde animal. Donc si demain tu as envie de te faire une quiche lorraine, il te faut des dés de jambon. Donc l'année dernière, on a lancé des dés de jambon. Et cette année, on s'est dit on peut aller plus loin dans les usages, dans les formes produits. Donc tu vois, on lance des plats cuisinés aussi parce que parfois tu n'as pas le temps de manger végétal et de te préparer. Donc un plat cuisiné quand tu es au bureau, c'est hyper pratique. On lance de l'apéro parce que les Français adorent prendre l'apéro sous toutes ses formes. Donc il faut aussi des solutions végétales qui s'inscrivent bien là-dedans. On lance du poisson aussi parce qu'on a beaucoup travaillé la viande, mais il y a quand même pas mal d'enjeux également sur les produits de la mer. Donc il y avait un enjeu à avoir du poisson. Ça nous était très demandé par les consommateurs et par nos clients également en restauration. Donc voilà, on essaye de diversifier au maximum les usages. Et du coup, donc c'était vous vous êtes dit ok, donc il y a tout le panel qu'on peut faire avec de la viande, on va essayer de faire la même chose du coup avec du végétal. Ou est-ce qu'il y a aussi un petit peu eu, de ce que tu viens de mentir un petit peu, mais voilà, des clients ou des consommateurs qui disent ah ok, là il y a une demande vraiment là, est-ce que vous avez sondé, je sais pas, est-ce que vous avez fait des études pour savoir quel produit vraiment sortir? Ouais, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a les deux. Il y a à la fois, on s'est dit, prenons déjà tout ce qui existe dans la viande. Et donc c'est là où on s'est dit, il nous manque des dés de jambon, il nous manque tel type de produit. Et après, on écoutait les consommateurs aussi. Et tu vois, l'apéro, par exemple, c'est quand tu écoutes des groupes de consommateurs qui disent ouais, c'est super, mais c'est vrai que quand je prends l'apéro, une fois que j'ai pris mes bâtonnets de carottes ou de concombres, c'est un peu triste. Et puis surtout, tu n'as pas de protéines, encore une fois dedans, enfin peu. Donc, j'aimerais bien avoir d'autres solutions qui changent un peu de juste le plateau de charcuterie où tu es vraiment à fond dans la viande. Donc là, ça nous a fait dire il faut qu'on arrive à lancer des produits un peu sympas, qui soient gourmands tout en étant sains et végétaux. D'où le lancement de la croquetas.
Ok. Et il y a un truc à partager qu'on peut. Exactement. Et ben là, c'est canon. La croquetas, j'en ai mangé une à midi d'ailleurs. Ouais, moi aussi, du coup, on a testé les innovations et oui, effectivement, elle est très très bonne. Et puis, il y a ce côté vraiment gourmand où on sent que voilà, c'est le plaisir. Exactement. On a vraiment cet aspect-là. À chaque fois, c'est l'angle. Tu vois, tous les consommateurs, ils nous disent, ça sert à rien de nous sortir un produit végétal qui soit pas bon parce que ça ne marchera pas. On a envie de produits qui soient bons. Et on a trop souvent associé végétal et austère, quoi. C'est-à-dire que végétal, non mais c'est vrai, parfois tu te dis, le végétal c'est triste, c'est fade, ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de goût. C'est faux, ça peut. Oui, ça peut, ouais. Et du coup, c'est intéressant, du coup, et comment est-ce que vous arrivez à concilier du coup les deux, donc, déjà du végétal qui soit bon, mais qui soit aussi intéressant nutritivement parlant. Voilà, qui a assez de protéines, comme tu me disais, parce qu'effectivement, souvent, quand on propose des choses, enfin, c'est plutôt dans les restaurants ou quoi, on va enlever effectivement la source de protéines, donc la viande ou quoi, et on va pas du tout chercher à la remplacer. Là, c'est un peu dommage. Et du coup, comment est-ce que la balance entre le produit qui est bon qualitativement et gustativement et en fait les valeurs nutritionnelles derrière qui soient c'était tout ce qui était hyper difficile dans ce projet, dans ce défi-là. On voulait vraiment apporter le même taux protéique que la viande. Parce que si tu supprimes la protéine animale, il faut que tu la remplaces par quelque chose de végétal. Et donc, il fallait apporter un bon niveau de protéines. Donc, tous nos produits sont calqués sur la viande. C'est-à-dire que dans le steak haché de bœuf, tu as 18% de protéines. Nous, on va apporter 18% de protéines, mais végétales. Donc ça, il y avait vraiment un enjeu sur calquer. Et on est même allé jusqu'à calquer, c'est un peu technique, mais le même profil d'acides aminés, pour être sûr qu'on amène les mêmes acides aminés. Donc les protéines, c'est une chaîne d'acides aminés. On a exactement les mêmes acides aminés que sur la viande. Et c'est pour ça qu'on mélange du pois et du blé pour avoir cette complémentarité. Et après, tout l'enjeu, c'était justement de réussir à faire des produits qui soient bons, mais qui soient sains. Parce qu'aller proposer des produits qui soient super gras, salés, bourrés d'additifs, ça n'avait pas de sens. Donc pour ça, on a choisi justement de construire notre propre site de fabrication pour tout travailler du début à la fin. Donc on prend directement les farines de pois, de blé, et on va les travailler, les mélanger avec de l'eau pour réussir à constituer une pâte qu'on chauffe, qu'on monte en température, et après on abaisse et on la malaxe avec des vis. Et derrière, on va étirer cette fibre-là. Donc il faut imaginer que la protéine de pois, de blé, la protéine végétale, c'est un peu une pelote de laine, quoi. Donc elle est un peu globulaire. Et en fait, il faut réussir à l'ouvrir et à la rendre fibreuse, comme une protéine animale. Et en fait, c'est ce qu'on fait à travers ce process-là. Et donc, en le travaillant directement, ça nous permet d'avoir des produits qui vont être très gourmands dans leur texture et sans goût parasite qu'on peut avoir dans le végétal, tu vois, qui sont un peu marqués, un peu terreux. Et tout en ayant des produits, on n'a pas besoin de rajouter des choses pour masquer des goûts ou pour compenser des textures. Et ça nous permet d'avoir des produits qui soient super clean. Et en plus, comme on est dans le végétal, on va avoir, donc, je le disais, les mêmes taux de protéines, mais en plus, on aura des fibres que tu n'as pas dans la viande et tu n'auras pas d'acides gras saturés. Voilà, Et la grosse problématique de la viande, pourquoi aujourd'hui il y a une corrélation qui a été scientifiquement prouvée entre certaines pathologies comme les maladies cardiovasculaires, l'obésité, les cancers colorectaux et la surconsommation de viande, c'est parce qu'il y a des acides gras saturés issus du gras animal et c'est ça qui pose problème. Nous, on utilise du gras végétal, de l'huile de tournesol qui ne contient pas d'acides gras saturés. Donc du coup, oui, donc là au niveau acides gras, c'est des bons. C'est du bon exactement, gras, comme on exactement, voilà, c'est ça. En gros, tu as deux familles d'acides gras, les saturés et les insaturés. Et effectivement, les acides gras saturés qui sont présents dans la viande, c'est eux qui causent les problématiques de thrombose, je ne rentre pas dans les détails, liées aux maladies cardiovasculaires. Et du coup, donc, tu me disais donc vous étirez vraiment les protéines. Est-ce que c'est ça après qui est… Parce que du coup, donc, comme je le disais, j'ai testé tout à l'heure un peu les nouveautés, qui fait qu'il y a un peu cet aspect couche. Exactement. Et en bouche, c'est vraiment, j'ai envie de dire, fondant un petit peu. Voilà, c'est ça. C'est très… En fait, on recherche ce mix d'avoir une fibre pour retrouver cette mâche qu'on aime bien dans la viande, parce qu'au final, on aime la viande, c'est comme ça. On a cette mâche et cette fibre musculaire qui est intéressante. Et par contre, on essaye d'avoir la jutosité aussi, parce que souvent, les produits végétaux étaient secs. Tu vois, les steaks de tofu… c'est particulier quand même, quoi. Il faut, derrière, tu es obligé de rajouter un palanquet de sauce pour te les inquiller. Là, c'est pas nécessaire parce que tu arrives à avoir justement, du fait qu'on travaille directement en mélangeant cette pâte avec de l'eau, un bon dosage qui équilibre et qui fait que tu as un produit qui est à la fois résistant sur lequel tu as de la mâche, mais tu as aussi en bouche de la jutosité qui donne de la gourmandise. Et du coup, je rebondis un petit peu, c'était une question qui venait après, c'était vous cherchez avant tout donc la qualité avec des Nutri-Score A ou B. Est-ce que du coup ça vous a donné du fil à retordre un peu Carrément, surtout que le Nutri-Score il est en train de se durcir. Oui, puis après je crois que toutes les entreprises ne sont pas obligées de le mettre. Non, pas, tout à fait. Est-ce qu'on prend part au jeu ou pas Donc, nous on a fait le choix, fait le choix d'afficher le Nutri-Score tout de suite sur tous les produits et on s'est fixé d'être Nutri-Score vert, c'est-à-dire A ou B. Et ça met la barre très très haut.
Pourquoi? Parce que c'est des exigences très fortes sur ce que tu mets dans ton produit. Mais pour nous, c'est inconcevable de ne pas l'être. On apporte un produit qui est intéressant pour l'environnement, mais on apporte aussi un produit qui est intéressant pour la santé et qui résout des grosses problématiques de santé qu'il peut y avoir aujourd'hui dans les populations. Donc si tu te dis, je résous quelque part une partie de la solution, mais pas l'autre, c'est problématique. Donc on s'est dit dès le départ, on doit un Nutri-Score A ou B. Donc ça veut dire qu'on travaille des produits où on va rajouter de la fibre de pois justement, pour avoir, on manque de fibres globalement dans l'alimentation. Ça permet de diminuer l'absorption du sucre, tu vois, il y a beaucoup de diabètes qui sont liés à une sous-consommation de fibres. Ça diminue l'excès de certains nutriments qu'on a aujourd'hui dans l'alimentation, notamment ces fameux acides gras saturés. Et en plus, ce qui est intéressant dans le végétal, et dans le fait d'avoir un Nutri-Score A ou B, c'est que ça te limite aussi dans l'utilisation du sel. Parce qu'une façon facile de donner du goût à des produits, tu vois, on pourrait dire le végétal c'est fade. Vas-y, balance du sel dedans et tout de suite ça va avoir du goût. Mais ça n'a pas de sens, parce qu'on sait que le sel est responsable aussi de pas mal de soucis au niveau de la santé, quoi. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a tellement d'épices qui existent. Exactement. Que juste limiter ça au sel alors qu'on a une panoplie. C'est tout à fait ça. C'est pour ça qu'on a fait le choix, tu vois, de limiter en sel et on va jouer au contraire sur des extraits végétaux, des épices pour aller donner du goût à nos produits sans être obligé de rajouter à fond du sel. Et les matières grasses, tu vois, je te le disais, c'est la même chose. On aurait pu choisir d'aller sur des matières grasses végétales qui sont plus faciles à travailler, comme l'huile de coco, la copra, etc. Mais ça, c'est des huiles qui apportent des acides gras saturés. Donc on s'est dit, non, en plus déjà, on voulait bosser en local. Donc on s'est dit, autour de nous, il y a du tournessol. Donc allons utiliser du tournesol, ça fait quand même plus de sens. Et en plus, il n'y a pas d'acides gras saturés dans le tournesol. Et du coup, donc, donc pour avoir Nutri-Score A ou B, qu'est-ce que concrètement, donc il y a des produits interdits, des choses que c'est si vous en mettez, directement ça passe en. En fait, c'est ça. Ça va être le sel, les acides gras. Donc un taux de sel assez faible. Exactement. Donc on met très très peu de sel dans nos produits pour justement pas avoir cette problématique-là. On met pas mal de fibres également pour justement. Donc en fait, c'est les critères du Nutri-Score qui permettent de tendre vers des produits qui soient mieux d'un point de vue nutritionnel. Donc on respecte ces codes-là pour être dans les bons Nutri-Score. Et du coup, donc, dans vos produits, j'imagine qu'il n'y a pas du coup de tout ce qui va être conservateur ou ces choses comme ça, qui je ne sais pas si ça baisse ou pas. Ça, c'est pas lié au Nutri-Score. C'est-à-dire que ça, c'est encore autre chose. C'est plutôt ce qu'on appelle la diminution des listes d'ingrédients et essayer d'avoir les produits les plus sains possibles, les plus clean possibles. Donc ça, c'est un autre critère qu'on s'est fixé. On s'est mis vraiment tous les… Dès le départ, on voulait avoir un produit hyper vertueux. Donc on s'est dit, on veut avoir le meilleur en goût, mais en plus, on veut être Nutri-Score A ou B et on veut avoir les listes d'ingrédients les plus courtes possibles. Parce que pareil, en fait, si tu fais un produit de substitution à la viande, mais que tu rajoutes plein de trucs dedans pour réussir à être bon, c'est pareil, c'est pas sain. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi encore une fois de construire notre propre usine pour travailler directement le produit dès le départ. Il y en a qui vont utiliser, tu vois, des produits transformés pour les réhydrater, machin. Non, nous on s'est dit, on fabrique notre produit et donc ça nous permet de mettre aucun colorant artificiel, aucun arôme artificiel. On va travailler les épices et on va travailler directement ce qu'on appelle notre muscle végétal pour avoir, alors soit, si on veut faire des produits plutôt type bœuf, on va le travailler d'une certaine façon. Si c'est plutôt poulet, la volaille, elle a une fibre différente, donc on va la travailler différemment. Et ça nous évite de rajouter des additifs. Et on travaille à fond là-dessus pour avoir les listes d'ingrédients les plus courtes possibles. Ok. Et du coup, donc, juste entre guillemets, bien sûr, avec le pois et le blé, vous arrivez du coup à avoir cette diversité en fonction de comment vous allez le travailler. Exactement. C'est ça. Donc le travail va être différent entre les différents produits, mais la base sera toujours la même. C'est toujours la même. On utilise toujours le pois et le blé et à peu près dans les mêmes proportions. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'avoir, encore une fois, les bons acides aminés et le bon taux protéique. Par contre, c'est la façon dont on va le travailler. Tout à l'heure, je te disais, tu vois, on chauffe, on monte en température, on malaxe. La façon dont on va le faire, et en croisant ces différents paramètres, vont faire qu'on va avoir des fibres plus ou moins longues et donc qui vont ressembler plutôt à du porc, à du bœuf ou à du poulet. Ok, d'accord. Et du coup, donc, le fait d'avoir votre propre usine, ça vous permet vraiment d'avoir vraiment la main sur tout le processus. Exactement. Et du coup, ça vous évite quoi? Enfin, quels sont les bénéfices aussi de votre côté? Il y avait un double intérêt. Il y avait déjà d'une part la possibilité de maîtriser complètement la qualité du produit et d'éviter, parce que quand tu achètes des produits intermédiaires, inévitablement, tu maîtrises moins la qualité et c'est là où tu es obligé de compenser parfois en rajoutant des additifs, partout dans l'industrie agroalimentaire. Quand tu travailles depuis le départ, le plus proche possible de la matière brute, c'est là où ça te permet de moins mettre des intrants derrière. Et après, c'était aussi un enjeu pour un enjeu de démocratisation. On pourra en reparler après, mais les prix des alternatives végétales, si on veut demain que ça se démocratise, il faut qu'ils baissent et qu'ils arrivent à des niveaux intéressants. Et pour ça, il faut éviter de multiplier les intermédiaires.
Donc avoir notre site de fabrication, un, ça nous permettait de maîtriser la qualité, et deux, ça évite d'avoir plein d'intermédiaires qui prennent chacun leur marge, et donc des produits qui à la fin coûtent 2 à 3 fois plus cher que la viande. Effectivement, c'est intéressant, mais on en parlera un petit peu après du prix, mais je le garde en tête. Et du coup, donc, comment est-ce que Accro se démarque des autres, marques de viande végétale ou d'alternatives qu'il peut y avoir sur le marché? Parce que bon, là, vous, ça fait du coup à peu près 2 ans, mais du coup, ça a commencé peut-être un petit peu avant aussi. Qu'est-ce qui vous différencie, vous? Tout à fait. On n'a pas été les premiers. Oui, c'est ça. Voilà. Et justement, ça nous a permis de faire les choses aussi un peu différemment, en comprenant ce qui marchait moins bien, ce qui était bien fait, ce qui était moins vertueux, tu vois, dans tout ce qui pouvait exister. Et donc, ce qui nous différencie aujourd'hui, c'est déjà qu'on va utiliser du pois et du blé. Beaucoup utilisent du soja. On a fait le choix d'utiliser du pois et du blé parce que c'est des cultures qui sont locales. Donc là, ça nous permet de travailler directement des ressources locales qui ont plein de bénéfices d'un point de vue agrologique. Et après, c'est aussi le fait d'avoir un site de fabrication. Site de fabrication en France. Donc on fait du Made in France et on maîtrise toute la chaîne de valeur du produit. Et ça, c'est un gros point de différence. Et le troisième, je dirais que c'est le goût. Dès le départ, on s'est dit qu'on n'arrive pas en premier. On doit arriver sur le marché avec des produits qui amènent quelque chose de plus en termes organoleptiques. Donc on a travaillé et on teste tous nos produits. C'est-à-dire qu'avant de le mettre sur le marché, que tu le retrouves chez Carrefour ou même en restauration, on teste auprès de 200 consommateurs. Ce n'est pas nous qui testons, c'est des instituts qui font ces études-là. Ouais. On leur envoie notre produit, on leur envoie le produit des concurrents. Ils font tester par 200 consommateurs et derrière, tu as une note et une préférence. Et tant que nos produits ne sont pas préférés par rapport aux concurrents, on ne lance pas. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé après les autres. Parce qu'il nous a fallu une courbe d'apprentissage, apprendre à maîtriser cette technologie. Donc vous êtes lancé commercialement, on va dire, en 2023, mais ça faisait combien de temps que vous travailliez du coup, sur les produits avant? Depuis 2019. Donc tu vois, il y a eu 4 ans de recherche-développement, de tests avec le panel, etc. Oui, c'est ça. 4 ans de R&D et de recherche et développement, et aussi 1 an de construction d'usine. Donc au bout de 2 ans, tu vois, on avait vraiment un produit qui commençait à être sympa. On a commencé à lancer ce projet industriel. Derrière, on a construit l'usine, on a continué à bosser en R&D et après, on a commencé à commercialiser. Et il y a eu beaucoup d'allers-retours, énorme. Les premières recettes, c'était catastrophique. Les premières recettes, c'était même immangeable, quoi. Mais parce qu'en fait, quand tu démarres au début, tu fais des trucs qui ressemblent à rien, ça n'a pas beaucoup de goût, tu maîtrises pas en fait. Donc pour te donner, les notes sont sur 10, tu vois. Généralement, c'est assez simple pour un consommateur de te dire sur combien tu évalues, sur 10. Et on avait des notes à peu près à 4 sur 10. Là où les concurrents étaient entre 5 et 6. Donc tu vois, on était vraiment en dessous de ce qui se faisait. Et tous les 6 mois, on renvoyait des produits et puis la note montait. Et on a atteint un 7,3 qui était supérieur à tous les concurrents et de loin et qui commençait à se rapprocher même du référent carnet. C'est-à-dire qu'on envoyait un steak d'une grande marque pour comparer et voir. Et le steak de grande marque était noté à 7,5 et nous, on atteignait 7,3. On s'est dit là, on commence à tenir un truc sympa, quoi. Donc là, ça vaut le coup maintenant d'aller le commercialiser. Donc c'est à ce moment-là qu'on se dit, ok, là, ça vaut vraiment le coup, on peut y aller. Et c'est là qu'on a décidé de construire l'usine. On s'est dit, on a un super produit. Donc avant, c'était tous les tests et tout. Tant qu'il n'y avait pas le produit, on ne fait pas l'usine. Si jamais, Donc ça nous a pris 2 ans pour arriver à ce steak-là. Et là, on s'est dit, on construit l'usine. Donc là, après, tu lances les projets, tu cherches le terrain, tu regardes comment tu vas organiser. 1 an de construction à peu près et de transfert de cet outil pilote à un outil industriel. Et du coup, là, donc, les nouveautés que vous avez sorties là, en avril, est-ce que c'était pareil? Enfin, vous avez cherché aussi donc, on va dire le 7 ou la note à chaque fois. C'est ça. Et là aussi, plusieurs allers-retours. Exactement. Et tu as des produits où tu y arrives assez facilement. Tu vois, quand tu as déjà des produits aboutis, on fait des émincés qui sont super bons sur le marché. Franchement, ils changent vraiment par rapport à ce que tu peux voir. Si derrière, c'est les décliner en version curry ou Tex-Mex ou autre, tu vois, ça c'est assez vite fait. Ça te prend quelques semaines, quelques mois. Par contre, tu as des produits sur lesquels tu as besoin de bosser beaucoup plus. Tu vois, quand on était sur le poisson, pareil, les premiers essais. Là, on a un filet meunière qui est juste incroyable en termes de texture, d'aromatique. Je ne sais pas si tu l'as goûté aussi. Il est top. Mais ça, c'est pareil, ça nous a pris du temps et tu fais pas mal d'allers-retours. Et c'est intéressant d'avoir ce retour des consommateurs parce que quand ils le dégustent, ils ne font pas juste mettre une note. Ils te disent c'est trop mou, ou trop flotteux, ou trop sec, etc. Et donc, tu vas corriger progressivement. Et c'est là où, quand tu arrives à une version qui atteint ces notes-là, tu es super content. C'est gratifiant pour tout le monde. Quoi. Il faut jouer au chimiste un petit peu, du coup, pour ajuster un peu. Alors, pas au chimiste, parce que justement, il n'y a pas de chimie dedans. Donc, non, c'est quoi? Mais c'est plutôt au mécanicien. C'est-à-dire que. Pas du tout en fait, c'est comprendre comment la protéine végétale est constituée pour justement réussir à reproduire cette fibre. Et en fait, de la fibre là de poisson blanc, comme on veut l'avoir sur ce filet meunière, c'est encore différent de la fibre de poulet. Donc en fait, tu
fais plein d'essais. Donc, on a une machine, ça s'appelle une extrudeuse. Ouais. On en a une industrielle, mais on en a une labo. Donc, en fait, l'équipe R&D, elle s'éclate, elle fait varier les paramètres de température. C'est comme si toi, tu avais une cocotte minute chez toi, sauf qu'en plus, elle est super technologique parce que dedans, tu as des vis qui permettent de malaxer, quoi, un peu comme un robot. Et tu peux en plus faire varier la température et la pression à l'intérieur un peu comme tu veux, quoi. Tu vois, genre tu fais 10 minutes à telle température, 10 minutes à telle autre, et en fait tu maîtrises tout à l'intérieur. Ben, nous c'est ce qu'on fait, et donc si tu chauffes plus ou moins vite, si tu refroidis plus ou moins rapidement, etc., ben, tu arrives à avoir des textures différentes. Donc en fait c'est sur ça qu'on joue, mais surtout pas de chimie. Oui, non, mais c'était en mode, voilà, on met les ingrédients, etc., on essaie d'ajuster les niveaux pour arriver finalement à un produit qui soit bon. Et du coup, donc, maintenant, on va passer à une partie plus environnementale. Ouais. Est-ce que donc, tu peux nous expliquer, on a déjà parlé un petit peu, mais pourquoi les protéines végétales sont une solution plus durable que la viande? Ouais. En fait, c'est tout l'origine d'Accro, c'est là-dessus. C'est de se dire, finalement, le végétal impacte beaucoup moins que la viande. Pourquoi? Pour donner des chiffres assez clairs, tu prends un steak Accro, c'est 90% d'émissions de CO2 de moins qu'un steak de bœuf. En termes de ressources en eau nécessaires pour produire un steak Accro, c'est 98% de moins que pour faire un steak de bœuf. Donc en fait, c'est colossal l'écart. Tu vois, on n'est pas en train de se dire c'est une petite amélioration par rapport à la viande. C'est énorme. Et pourquoi? C'est très simple. En fait, quand tu veux manger du bœuf, tu prends 1 kg de bœuf, tu vas devoir faire grossir un animal. Et pour faire grossir cet animal, tu vas devoir cultiver son alimentation à cet animal. Et cette alimentation, c'est le blé, c'est le pois, c'est le soja, la luzerne, etc. Donc en fait, tu vas produire pour nourrir cet animal pendant des mois, voire des années. Il va consommer tous ses productions agricoles année après année. Il va consommer beaucoup d'eau. Et il va en plus émettre pendant toute sa croissance ce qu'on appelle du méthane qui est issu de la rumination et qui est le pire gaz à effet de serre. C'est bien pire que le CO2. Donc derrière, tu as un impact qui est énorme en termes d'émissions de CO2 et en plus, tu as de la consommation de ressources. Donc c'est là où, alors que nous finalement, qu'est-ce qu'on fait? On prend directement le pois et le blé, on le mélange comme on fait de la farine, comme on ferait du pain, des pâtes, etc. On les chauffe, etc. Et ça donne un produit sur lequel c'est très peu coûteux en énergie, en eau, en CO2. Quoi. Donc en fait, le ratio, il est énorme. Un truc qui est frappant, c'est quand tu te dis que il y a 60, je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est 77% des terres agricoles, partout sur la planète, qui sont cultivées uniquement pour nourrir les animaux qu'on va manger. Donc la quasi-totalité, 77%, c'est énorme. 77% des terres agricoles sont cultivées uniquement pour nourrir les animaux, et les animaux, ça pèse que 18% de ce qu'on mange. Donc en fait, 77% des ressources pour 18% à la fin, tu as une perte énergétique qui est colossale. Alors que tu peux directement consommer ça avec les mêmes niveaux de plaisir que tu as dans la viande maintenant avec ce type de solution. Ouais. Effectivement, il y a une grosse perdition, voilà, l'intermédiaire entre les deux. On n'est pas bon du tout. Enfin, voilà, exactement. Exactement. Et du coup, voilà, on saute l'intermédiaire et au final, du coup, on arrive quand même à des choses qui sont très très proches. Mais c'est ça. Niveau gustatif, etc. Avec du coup une empreinte carbone beaucoup moindre. Mais c'est clair. Mais tout l'enjeu, par contre, c'était de réussir à avoir un produit qui soit super compétitif. Oui. Parce que si tu fais tout ça, mais que tu fais un truc qui est immangeable ou qui est très sec ou autre, tu sais que les consommateurs ils basculeront pas. Aujourd'hui, on a des produits, on les a même fait goûter à des bouchers, et il y avait 20 bouchers, il y en a 13 qui se sont plantés ils croyaient que c'était de l'animal alors que c'était nos produits. Quoi. Donc tu vois qu'on arrive à des niveaux, pareil sur un burger, notre steak, tu peux pas vraiment faire la différence, tu as de la sauce et tout, et tu prends plaisir, et il y a un goût vachement sympa. Donc tu te dis à ce moment-là, pourquoi passer par tout ce processus énergétique hyper compliqué? En plus, tu sais que la viande, t'en consommes trop et c'est mauvais pour ta santé, ça pénalise la planète. En termes de bien-être animal, on sait qu'on est arrivé à des dérives parce que justement on consomme trop de viande, donc il faut tuer trop d'animaux, on ne peut plus le faire dans des conditions qui sont humainement acceptables. Donc on arrive à un blocage maintenant, et en plus la consommation de viande continue d'augmenter dans le monde parce que les projections en 2050, c'est 70% de consommation de plus, c'est presque doubler la consommation actuelle. De là, 2025 ? En 2050. Oui, à partir de 2025, exactement. Doubler la... Donc tu dis dans 25 ans, on aura quasiment doublé la consommation. Donc tu imagines l'impact sur la planète, sur les animaux. Enfin, ça veut dire faire encore plus de place pour la nourriture des animaux. Donc, pour faire plus de place, il faut déforester à fond. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Amazonie pour cultiver plus de soja, pour produire des tourteaux de soja, pour les donner à manger aux animaux. Et donc ça ne peut plus marcher. Quoi. Ouais.
Donc, et du coup, vous, votre blé, votre pois, donc, vient de France et c'est des alentours, non? C'est ça? Oui, en fait, Enfin, pourquoi on s'est installé dans oui, les voilà. Hauts-de-France? Peut-être que Parce c'est que une c'est le raison. bassin de culture du pois et du blé. Donc Ok. on s'est dit, quitte à faire quelque chose de local, bah, autant s'implanter au centre de ces cultures-là. Et donc les partenaires agricoles, ils sont situés à 250 km au maximum autour de notre site de fabrication. Ok. Donc ça vous permet voilà, vraiment de nous approvisionner faire vraiment travailler aussi super du coup, local. les agriculteurs locaux, etc. Exactement, parce que parfois on nous dit oui, mais vous pensez aux agriculteurs? Ben, bien évidemment, mais aujourd'hui, ce qui fait du mal aux éleveurs, c'est pas tant le végétal, au contraire, parce que déjà on offre des débouchés sur la culture du pois et du blé, mais par contre c'est toute la viande qui est importée, qui vient d'Amérique du Sud et qui arrive bourrée d'hormones et à des prix Soja, incroyablement OGM bas, aussi, ouais. et exactement, qui pénalise derrière les éleveurs français. Donc il vaudrait mieux faire de la viande de meilleure qualité consommée en moins grande quantité que d'aller dans ces excès qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement, oui, c'est ça aussi qui est un petit peu, c'est en mode, ben, ok, qu'est-ce que vous ferez si voilà, les éleveurs, les agriculteurs, etc., il faut tout repenser, mais oui, mais il y a des débouchés. Comme, Exactement, voilà, il y a du débouché sur ce type de culture, ça c'est clair, et je pense qu'en plus pour les éleveurs français, il y a certainement beaucoup plus de solutions à trouver en évitant d'avoir cette surconsommation de produits de basse qualité, et eux seront mieux rémunérés en étant sur de la viande de meilleure qualité. Oui, voilà, ça, oui. Il y a aussi la rémunération, que ça tire toujours vers le bas et que même eux, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ouais. Bon, là, effectivement, c'est un autre Plus de sujet. 80% de la viande qui est consommée en France, elle vient pas de France. Donc c'est là où tu te dis, les solutions, elles sont ailleurs que... que juste, oui, on tape pas la... Exactement. Comment Accro mesure-t-elle, on va dire la marque, l'impact écologique de ses produits? Est-ce que vous avez, voilà, je sais pas... Ouais. Alors on a fait deux choses. Déjà, on a fait le bilan carbone d'Accro pour voir globalement, parce qu'on s'est dit, alors un bilan carbone, c'est tu regardes globalement ton activité, combien elle émet de CO2, puisqu'on est une activité, donc on émet du CO2. Nos produits compensent, puisqu'ils émettent beaucoup moins de CO2 que d'autres industries comme l'industrie de la viande, mais malgré tout, on en émet un peu. Donc on voulait comprendre où c'est qu'on émettait et comment on pouvait justement travailler ces différents points. Donc ça a été un premier point de départ pour comprendre ça et travailler. Donc derrière, on travaille sur notre technologie, on travaille également sur l'amont agricole pour voir comment on peut aller sur des pratiques agroculturales qui soient les moins émettrices possibles. On travaille sur nos emballages, voilà, on a plein de chantiers ouverts grâce à ça. Et à côté de ça, on fait ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, des ACV, au niveau de chaque produit. Et donc on va regarder du tout début de la production jusqu'à la consommation chez le consommateur et ce que deviennent les emballages après derrière, comment toutes ces étapes-là émettent et consomment des ressources. Et après, ça nous permet de travailler sur chacun de ces éléments. Vraiment de la production de la matière agricole jusqu'aux déchets des emballages. Donc de l'agriculteur qui plante le soja, Exactement. Le blé ou le pois jusqu'à le... C'est ça. Ok, et quels sont les, je sais pas, des chiffres ou globalement un peu comment ça se passe? C'est un peu ce que je te disais, c'est-à-dire que c'est là où ça nous a permis de voir que nos émissions carbone sont inférieures de 90% par rapport à un steak animal. Et parce qu'on est allé regarder justement combien chaque agriculteur émettait pour de la culture de pois ou de la culture de blé, en quoi le blé et le pois sont plus vertueux que du soja parce qu'il va être transporté beaucoup plus, la façon dont on transporte, la façon dont on stocke également, le froid, donc tout ça est analysé et c'est vraiment multicritère. On fait ça avec des sociétés spécialisées là-dessus, on est incapable de faire ça tout seul. On interroge tous nos fournisseurs et ça nous donne du coup une base de données qui nous permet de comparer nos produits par rapport à d'autres industries. C'est comme ça qu'on arrive à connaître ces 90% de CO2 en moins. Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la pédagogie à faire sur du coup ces bénéfices-là? Bon voilà, on pense sur l'environnement, mais également peut-être sur la santé, sur le bien-être animal. Carrément, beaucoup même. Beaucoup parce qu'on voit qu'il y a énormément de méconnaissances, de préjugés sur les produits. Déjà, méconnaissance des bénéfices des produits. Parce que les consommateurs n'ont pas vraiment intégré l'enjeu environnemental et en quoi ça pouvait être une solution. Quand tu baignes dedans, tu as l'impression que tout le monde sait. Et voilà, toi, tu savais certainement, mais 90% du reste de la population ne sait pas. Donc, il y a encore énormément de pédagogie à faire sur l'environnement, sur la santé, sur le bien-être animal également. Et après, il y a aussi beaucoup d'idées reçues à casser. Parce que, comme je te disais tout à l'heure sur le goût, beaucoup se disent, voilà, si c'est végétal, c'est pas bon, ça va être sec, etc. On a été surpris
quand on a mis nos produits sur le marché, quand on faisait des dégustations, des échantillonnages, des choses comme ça, à chaque fois tout le monde disait c'est bluffant, c'est bluffant. Enfin, on aurait pu faire des micro-trottoirs. Bluffant. Alors, ouais, bluffant, c'était le mot qui revenait toujours. Et du coup, ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais pourquoi ok, nos produits ils sont super bons, etc. Mais finalement, ça reste un produit alimentaire qui est sympa en goût, etc. Et en fait, c'est parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Donc, plus tu as un écart entre ce à quoi tu t'attends de déguster et ce que tu dégustes réellement, ben, plus tu as ce côté surprise et impression hyper positive. Donc, il y a vraiment cette idée reçue à casser. Et pour ça, on met en place des animations, dégustations à fond dans les magasins. Parce que quand les consommateurs goûtent derrière, ils achètent le produit. Ça aide énormément à casser cette idée reçue. Même de façon générale, voilà, pour on va dire sensibiliser à l'alimentation végétale, le meilleur moyen c'est de faire goûter. Exactement. Quand on fait un bon plat, voilà, ou un bon repas, etc. Que les personnes puissent voir concrètement, manger et sentir et tout concrètement que c'est bon. Ok, du coup effectivement c'est beaucoup plus facile derrière. C'est ça qui exactement. Peut-être la porte est ouverte ou l'idée reçue est cassée, donc c'est ça. Et du coup donc là par exemple pour les nouveautés que vous avez sorties, est-ce que voilà vous avez fait là, vous êtes peut-être en train d'en faire actuellement, tout à fait. Voilà, dans des magasins, des dégustations, etc. Exactement, on a un plan, on va faire 400 animations de dégustation toute l'année en France dans les magasins et dans lesquels on mettra bien évidemment les innovations parce qu'elles sont juste incroyables. Et après, on a aussi essayé de casser l'idée reçue que le végétal, c'est triste. Et pour avoir ce mélange entre à la fois de la dégustation, mais aussi dans du cadre un peu plus festif, plus sympa, on a monté des partenariats. Donc, par exemple, on est présent à l'Accor Arena. Sur tous les points de restauration, à la pause de ton spectacle, avant, après, tu peux consommer un produit accro. Dans un cadre, tu vois, festif, c'est pas juste le côté parfois un peu austère que tu peux avoir de la vision des magasins bio des années 80. Non, le végétal, il s'inclut maintenant dans des lieux de consommation. Tu vois, au Hellfest, par exemple, on passe plus de 3 tonnes de produits et il se vend plus de burgers accro que de burgers de bœuf, quoi. Donc c'est juste incroyable et ça permet de montrer que le végétal, c'est pas juste cantonné à une consommation d'une petite population dans un cadre austère. Non, ça peut être vraiment sympa et dans toutes les circonstances. C'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que oui, vous essayez aussi d'activer voilà, de la restauration. Est-ce que c'est de la restauration collective, enfin, voilà, des plus événementielles ou des choses comme ça, vraiment pour toucher un large public d'un seul coup. Donc c'est vraiment intéressant du coup. On a même démarré par ça. C'est-à-dire qu'on s'est dit, en fait, changer les habitudes alimentaires, c'est toujours hyper compliqué. Particulièrement à domicile. Parce que, en gros, tu fais tes courses toujours de la même façon. Tu as à peu près ta liste de courses, à 95%, tu achètes toujours la même chose. Et tu fais toujours les mêmes recettes chez toi et quasiment presque le même jour. C'est-à-dire le samedi midi, c'est à peu près toujours la même chose. Et les Français, mais globalement les Européens, varient assez peu de 4-5 recettes qui font à peu près toutes les semaines pareil. Donc changer une alimentation, alors c'est déjà bien parce qu'au moins on est sur de la viande. Donc tu vois, tu te tanques sur des choses qui existent dans ces recettes-là. Mais malgré tout, c'est difficile de faire émerger l'innovation. En restauration, c'est-à-dire en dehors du foyer, c'est vachement plus facile parce que tu es plus amené à prendre un risque que tu ne prendrais pas forcément chez toi à domicile parce que tu as besoin d'une routine que ça évite. Donc quand tu vas aller dans un resto, c'est là d'ailleurs où tu vas tester, j'en sais rien, un Libanais, tu vas tester des sushis alors que tu n'as pas... Avant que les kiosques à sushi arrivent dans les hyper et supermarchés, il a fallu du temps je suis allé essayer à droite à gauche des sushis. Le végétal, c'est pareil. Il y a tellement d'idées reçues de ça va pas être bon, etc. que tu as besoin derrière de faire connaître dans des restaurants d'entreprise, dans les scolaires. Tu vois, on est présent chez Hippopotamus par exemple. C'est super parce que ça permet aussi, dans un cadre au contraire qui est plutôt un restaurant à la base de viande, de faire découvrir ces produits. Et là, quand tu goûtes le truc et que tu vois en plus c'est écrit accro sur la carte, tu es plus à même d'aller acheter la marque dans les grandes et moyennes surfaces et de changer tes habitudes à la maison. Mais c'est bien de pouvoir l'avoir découvert ou à l'Accor Arena, tu vois, ou au Hellfest. C'est quand même canon parce que c'est plus là que tu vas prendre des risques, entre guillemets. Oui, tu vas changer, tu vas dire ok, je tente, voilà, c'est jour de fête ou quoi. Exactement. Et donc c'est intéressant du coup ce que tu partages, que du coup effectivement c'est peut-être plutôt... on est plus enclin donc, à changer un peu, de sortir de nos habitudes à l'extérieur dans un cadre autre et qu'après ça va peut-être l'amener dans le cadre familial, dans le foyer, etc. Après, exactement. On va changer peut-être l'habitude parce qu'on aura goûté ça. Et souvent, c'est les jeunes aussi qui amènent ces habitudes-là parce qu'ils sont plus curieux, sortis de l'adolescence, tu as envie de découvrir plus de choses, de sortir justement des 4-5 recettes que tu as connues tout le temps chez toi. Que maman et papa faisaient. Exactement, et tu vas découvrir. Donc, c'est important d'être présent dans ces lieux aussi, tu vois, pour
pour faire découvrir, ou tu vas découvrir chez des potes parce que bah, ils sont déjà passés sur du végétal et tu vas te dire ah, en fait c'est hyper bon et ça fonctionne quoi. Et donc voilà, c'est en ça qu'on se dit qu'on a une solution qui est vraiment sympa, c'est que quand elle est dégustée, elle convainc quoi. Après ça ressemble plus ou moins à la viande, ça commence à vraiment s'en rapprocher, mais on ne cherche pas la ressemblance absolue, tu vois. S'il nous fallait mettre de la chimie pour avoir le truc parfait qui trompe tout le monde, là ce serait gênant. Nous on cherche surtout à avoir un produit qui soit super bon et où tu prends plaisir à la dégustation. Et effectivement quand tu retrouves les épices et le goût de la merguez, bah là tu te fais plaisir et donc c'est vachement sympa et c'est ça qui fait que ça marche derrière. Ouais. Oui, c'est souvent ce que je dis quand je fais goûter quelque chose de nouveau qui est végétal. Je dis alors, t'attends pas à ce que ce soit de la viande. Enfin, c'est pas de la viande. C'est quelque chose qui en ressemble, c'est végétal, tu vois. Parce que souvent on me dit ah oui, mais non, par rapport à de la viande. Oui, mais on part pas sur le même. Exactement. C'est pas le même. Souvent l'idéal c'est de pas le dire parce que quand tu le dis pas, la personne va manger. Elle va se régaler. Tu vois, tu mets nos slice kebab dans un sandwich, tu mets une petite sauce, etc. La tomate, tout qui va bien. Tout le monde va se régaler. On va dire c'est super bon. À partir du moment où tu vas dire c'est végétal, ah ouais, c'est génial. Ah, c'est vrai que j'ai ressenti. Voilà. Par contre, souvent, si tu le dis avant, alors là c'est mort parce que tout de suite le préjugé va être. Et surtout, ils vont chercher la différence, tu vois, à se dire ah bah oui, mais moi je connais la viande, c'est comme ça, donc c'est pas tout à fait comme ça. Alors que si on dit pas, ils ont pas ils sont en mode automatique un petit peu. Exactement. Donc il faut les laisser se régaler. Après tu dis bon bah il se trouve que c'était végétal. Il y a un peu de psychologie aussi derrière. Exactement. Pour la dernière partie, on va parler un petit peu donc, du marché, du développement du marché du végétal. À qui s'adresse Accro aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt les végés convaincus ou les personnes qui hésitent encore Ouais. Bah, en fait, on s'adresse à tout le monde. Parce que souvent, on nous dit, bah, de toute façon, vos produits, ça ne concerne pas les végétariens ou les véganes. Parce que vous imitez la viande. Et les végétariens ou les véganes, ils ne veulent pas qu'on imite la viande. Ils n'aiment pas la viande. Donc ça, c'est complètement cliché. Au contraire, il y en a peut-être quelques-uns qui il y en a quelques-uns certainement dans le lot, mais la majorité, et ils nous le disent, et ils sont ravis de trouver nos produits parce qu'ils disent qu'au contraire, ils se sont privés de viande pour des convictions ou pour des raisons de santé, convictions environnementales, convictions sur le bien-être animal ou bien pour des problématiques de santé, mais ils aimaient le goût de la viande à la base. Certains ne l'aimaient plus, ok, mais c'est une petite partie de cette population-là. Et ceux qui l'aimaient, bah, ils sont ravis. Et quand tu vois les commentaires, quand on a des inos qui sortent ou sur nos produits, en gros, merci, on vous adore, etc., tu dis, ouais, tu réponds à un besoin qu'il y avait dans la population végé, végane, de retrouver ce plaisir de la viande, mais et qui respectent leurs convictions. Et après, en fait, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui, eux, cherchent à limiter leur consommation. Ils ne sont pas encore complètement rentrés dans le véganisme ou le végétarisme, mais par contre, ils ont pris conscience qu'on consomme trop de viande. Déjà, ce n'est pas bon pour eux. Il y a de toute façon besoin de trouver des solutions pour la santé. Et c'est particulièrement les jeunes générations. Quand tu es au-delà de 50 ans, c'est compliqué de changer parce que tu as toujours vécu avec ça. Il y a toute la vie à Exactement. Les habitudes. Tu as été biberonné à la viande depuis que tu étais né, tu as pris pas mal de discours, un peu de lobby, de choses comme ça, comme quoi il fallait manger de la viande tous les jours. Donc quand on te dit, bah non, t'en manges trop, c'est pas bien pour ta santé et en plus c'est pas bon pour la planète et les futures générations, bah, c'est dur de changer, quoi. Tu as été habitué. Les nouvelles générations, c'est pas du tout ça. Elles ont conscience au contraire qu'elles ont plein de défis à relever pour l'avenir. Et elles découvrent ces produits-là. Et donc, elles les adoptent progressivement. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, elles basculent à plus consommer de viande, mais par contre, ça les aide à diminuer leur consommation. Et sur certains produits, maintenant, il y a même qui nous disent qu'ils préfèrent manger une saucisse accro qu'une saucisse de porc parce que bah, tu as toujours un morceau un peu dur dedans ou autre. Et au final, ils disent c'est peut-être pas exactement pareil, mais franchement, c'est super bon. Et je prends même plus de plaisir à manger votre produit maintenant que ce que je mangeais de la viande avant. Et pour autant, ils vont consommer un peu de viande à côté parce qu'ils vont manger de temps en temps un peu de poulet ou autre. Mais ça, c'est pas gênant. C'est une transition qui est en train de se faire et de s'opérer et c'est plutôt bon signe parce que justement ça va permettre de démocratiser. C'était tout l'enjeu d'Accro, c'était d'aller chercher justement de l'impact pour la planète, pour les animaux et pour la santé. Et l'impact, tu l'as pas si tu t'adresses uniquement à une petite population, quoi. Il faut vraiment aller chercher tout le monde. Ouais. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui la mission d'Accro est réussie ou c'est en cours? On n'y est pas encore. On n'est qu'à une toute petite partie aujourd'hui. Alors, on progresse super bien et ça, c'est génial. On a des ventes en progression. Tu vois, on va multiplier par 3 les ventes. On a multiplié par 3 les ventes en 2024 par rapport à celles de 2023. Donc, après, on partait de tout petit, mais c'est en train de grossir. Mais on est encore très loin d'avoir accompli cette mission. Parce qu'aujourd'hui, le marché du végétal pèse encore peu par rapport à la viande. Il progresse très vite. Et ça, c'est rassurant parce que tu vois, on est sur une progression. Le marché de ce qu'on appelle le simili-carné, de ces viandes végétales, il progresse à plus 40%. Quand tu sais que l'alimentaire, globalement, il est stable, voire en recul, tu vois bien qu'il y a cette tendance qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est super positif. Il y a de plus en plus de foyers qui
essayent ces produits-là, l'offre est en train de se développer, donc on est un tout petit peu dans cette courbe d'adoption. Et on l'a vu dans d'autres pays, comme les Pays-Bas, l'Allemagne, il y a toujours un début d'adoption avec l'offre qui arrive, les consommateurs qui essayent, et après une explosion. Ouais. Donc je ne dirais pas qu'on a accompli notre mission, Okay. on est en train de préparer les prémices de cette mission-là, et il y a encore quelques années à venir avant de réussir à l'accomplir. Donc si je t'écoute, ça veut dire qu'on est juste avant le boom un petit peu, où Exactement. là vraiment on va être sur une démocratisation. Tu parlais de l'Allemagne, et effectivement c'est un cas que j'aime bien évoquer à chaque fois, parce qu'on voit vraiment la différence. On est voisins, mais quand tu vas... typiquement, j'étais à Strasbourg, donc dans une boutique Lindt, il n'y avait pas de fromage, n'importe quoi, de chocolat, vegan, alors que de l'autre côté en Allemagne, il y en avait. Et c'est fou de voir la frontière, en fait, même au niveau des magasins, l'offre est complètement différente. Ouais. C'est parce que du coup, le boom, entre guillemets, est déjà passé, et que nous, bon, bah voilà, ça tarde encore un petit peu. Oui, alors il y a eu effectivement cette adoption et donc cette explosion. Et là, le marché il continue de croître, mais il est 10 fois plus gros qu'en France, alors que c'est des marchés comparables. Tu vois, l'Allemagne ou la France, en alimentaire, c'est à peu près la même chose, quoi. Et pourtant, il est 10 fois plus gros. En Hollande, la consommation par habitant, elle est 8 fois supérieure à celle d'un Français. Donc, végétal, pardon, ouais, exactement. Donc en fait, tu vois que ça a déjà eu lieu cette accélération. Et en France, on voit, tu vois, c'est le tout début de la courbe. Donc c'est en train d'arriver. Donc c'est clair que sur les 3-4 prochaines années, il va y avoir une grosse explosion de la consommation du végétal. Ça restera encore petit parce qu'on consomme énormément de viande aujourd'hui. Donc il faudra du temps et c'est vraiment la transition alimentaire, tu vois. C'est pas un effet de mode. On n'est pas en train de se dire les gens vont consommer ça pendant 2-3 ans et puis derrière ils consomment plus, quoi. C'est ce qui s'est dit il y a quelques années que c'était un effet de mode, mais voilà. Exactement. Et ça c'est un peu toujours le cas quand tu as des transitions. Tu vois, la bio c'était pareil. Au départ, moi je l'ai connu avant, je bossais dans la bio. Ça a mis 10 ans à vraiment se développer et à intégrer. Et aujourd'hui, c'est un marché qui est énorme. Il y a une petite crise, mais tu vois, c'est déjà en train de repartir à la hausse. Donc tu vois que c'est des tendances de fond, c'est des transitions avec des hauts, des bas, comme il peut y avoir sur tous les marchés. Mais là, on est vraiment sur cette courbe d'accélération. Donc on sait qu'il va y avoir un boom. Il y aura peut-être un moment de tassement et ça repartira. Mais tu sens que les fondamentaux du marché sont solides. Okay. Mais ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on voit que la consommation de viande, elle, ne diminue pas forcément en fait. Il y a un peu un report en fait. Je crois que c'était moins de viande rouge, mais plus de petits animaux, du poulet, etc. Exactement. Donc en fait, il y a le végétal qui augmente, mais de l'autre côté, au niveau de la quantité de viande. Exactement. Alors, c'est globalement, là où ça augmente surtout beaucoup, c'est au niveau mondial. Parce qu'en plus, tu as certains pays qui, eux, étaient végétariens. Comme nous, on l'était. En France, on était végétariens, si tu regardes 60 ans en arrière. Quoi. Majoritairement végétariens. Et on est passé sur du très carné, comme je te disais, dans les années 80. L'Inde, par exemple, c'est un pays qui explose en termes de démographie et qui était avant tout végétarien. Tu vois, si tu vas 20 ou 40%, je crois, de population qui était végétarienne. Exactement. Et qui sont en train de basculer sur du plus carné. Donc c'est pour ça que la consommation mondiale, on sait qu'elle va augmenter. Donc il faut que les pays qui justement ont déjà connu cette explosion de la consommation de viande, au contraire, passent à l'étape d'après à une diminution. Donc c'est quand même un bon signal de se dire que déjà on passe de moins de viande rouge et de bœuf, qui est celle qui a le plus d'impact sur la santé, sur l'environnement, à plus d'autres viandes. Malgré tout, c'est à nous d'apporter des solutions pour justement qu'il y ait une baisse globale de la consommation de viande. Mais ça rejoint le point, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire de la pédagogie, expliquer les enjeux, faire déguster les produits. Donc ça prend du temps, mais c'est notre job. Mais c'est intéressant du coup que tu parles de l'Inde, parce que est-ce que c'est pas la mondialisation un petit peu, je sais pas, je me dis il s'ouvre en fait aux autres cultures et du coup la viande, les produits d'origine animale viennent dans le pays, dans les cultures, etc. Et est-ce que peut-être qu'après cet effet boom, est-ce qu'ils vont revenir un petit peu, tu vois, je pense, c'est des cycles en fait, et c'est des courbes d'évolution et souvent la consommation de viande est venue avec un développement d'une catégorie socio-professionnelle aisée qui s'est développée dans les pays et à un moment c'est devenu un indicateur d'une forme de richesse et de reconnaissance sociale de consommer plus de viande. Et donc tout le monde s'est mis à en consommer plus, jusqu'à ce qu'après ça prenne cet enjeu de démocratisation, industrialisation de la viande, les coûts qui baissent et donc massification. Donc c'est ce qui est en train de se passer là-bas. C'est pour ça qu'il faut apporter ces solutions. Mais si tu regardes traditionnellement, quand tu prends le dal par exemple, qui est un plat traditionnel indien, tu n'as pas de viande dedans, tu as quoi? Tu as de la lentille et tu as du riz.
lentilles légumineuses, riz céréales. Mais c'est exactement ce qu'on fait dans nos produits. On met une céréale, c'est le blé, une légumineuse, c'est le pois, et on les associe parce qu'ils sont complémentaires en termes d'acides aminés. Et en fait, tu t'aperçois que dans la tradition, dans les origines, on avait déjà ça. On complétait à travers du végétal des légumineuses et des céréales pour avoir le juste équilibre d'acides aminés, quoi. On est juste en train de réinventer ce qu'on faisait avant, mais sous une forme différente. Voilà. En fait, on fait directement un dalle, mais dans un produit qui ressemble à de la viande pour aider à diminuer une consommation d'un produit qu'on a tous adoré parce qu'il a été largement poussé pendant des années. Je trouve que c'est assez occulté cette partie-là, que en fait, effectivement, avant, on mangeait vraiment comme ce qu'on essaye de refaire maintenant. En fait. On a eu une période un peu grosse consommation de viande et que du coup, on essaie de revenir aux bases parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent oui, mais non, on a toujours mangé de la viande. Voilà, c'est ce truc de il faut qu'on mange de la viande pour se développer, etc. Alors que finalement, quand on regarde un petit peu dans le passé, mais carrément. C'est pas, et même en France, parce que je te parle de l'Inde, mais tu vois, je te prends un exemple, ça me parle, je suis de Toulouse, moi, mais donc on consomme beaucoup de cassoulet là-bas, c'est quelque chose qui est traditionnel. Et tu regardes les cassoulets maintenant, ils sont gavés de viande. Tu as de la saucisse, tu as du salé, c'est énorme la viande qu'il y a dans le cassoulet. Mais traditionnellement, avant, il n'y avait pas cette viande dans le cassoulet. Le cassoulet, c'était avant tout un plat de haricots et que tu mangeais avec du pain. Haricots, légumineuses, pain, blé, céréales. Et c'était cette association-là qui te permettait de manger un plat majoritairement à base de végétal et qui te permettait d'équilibrer. Et c'est après, parce que dans les campagnes, ils n'avaient pas le moyen de se mettre tous de la viande dedans. Ou de... Historiquement, très peu. Non, c'est venu après. Parce qu'en fait, dans les campagnes, ils n'avaient pas les moyens de se mettre de la saucisse, du petit salé. Et je ne parle même pas pendant la guerre, quoi. Mais après-guerre, effectivement, c'est là qu'on a commencé à rajouter de la viande, du salé dans le cassoulet. Mais historiquement, c'était des haricots blancs et du pain que tu mangeais qui te permettait d'avoir cet apport protéique. Oui, voilà, ça apportait ce qu'il fallait sans avoir un coût trop élevé. C'est ça, exactement. Et du coup, est-ce que tu sens une évolution donc, des mentalités en France sur le végétal? On en a un petit peu parlé, mais est-ce que quel est ton avis là-dessus? Oui, je sens que ça évolue bien grâce aux jeunes générations. En fait, moi je le vois, j'ai deux ados de 13 et 16 ans à la maison. Ils sont super sensibilisés à la cause environnementale majoritairement, dès le primaire, encore plus au collège, encore plus au lycée. Est-ce que c'est eux, tu veux dire, est-ce que c'est tes fils par eux-mêmes ou est-ce que tu parles de l'école ou quoi qui a sensibilisé? Les deux. C'est-à-dire que... Peut-être toi aussi qui a joué un peu un rôle, non oui, certainement, mais surtout j'étais spectateur de ça. J'ai vu à quel point par rapport à nous, enfin en tout cas à moi quand j'avais leur âge, on n'avait pas ces messages-là, on n'avait pas cette connaissance-là. Aujourd'hui, ils vivent avec ces injonctions. Depuis qu'ils sont nés, on leur parle du réchauffement climatique, on leur parle des problématiques qu'il peut y avoir. Ils les voient, il y a de plus en plus de catastrophes, il y a un dérèglement qui est visible. Et donc, maintenant, ils sont dans une phase de recherche de solutions. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'ils sont sensibilisés. Donc, ils sont à l'écoute et ils sont à la recherche de ce type de solution. Par contre, c'est à nous de faire le boulot. C'est-à-dire, c'est à nous, les mentalités évoluent, il y a un terrain qui est favorable, mais il faut apporter les bonnes solutions. Encore une fois, si tu te contentes de prendre du tofu et de le mettre comme ça sur le marché, ou de prendre, j'en sais rien, une galette de légumineuses qui va être un peu tristounette, ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas demander au consommateur de faire tout le job, quoi. Il faut amener des produits qui soient gourmands, qui soient sympas et qui soient bons pour la santé. Et là, quand tu as le terreau favorable et qu'en plus tu amènes tout ce qu'il faut et la bonne graine pour pouvoir le faire, il n'y a pas de raison que ça ne pousse pas. Mais voilà, il faut que ce soit bien accompagné, comme on disait tout à l'heure aussi, de vraiment, pas juste proposer donc, du végétal, mais vraiment faciliter cette transition-là qui est, quand on est impliqué, je le disais, on le fait vraiment parce qu'on le veut, mais de prendre la masse pour l'amener vers le végétal, c'est peut-être plus compliqué. Et si tu fais des faritas avec les mincés accros, tu vas voir que c'est carton plein. Tu vois pas de différence. Donc à un moment, tu dis pourquoi j'y remets du poulet, quoi. Quelles sont les difficultés d'une entreprise dans le végétal sur le marché français? Donc au niveau pour séduire des nouveaux consommateurs, consommatrices. C'est une bonne question. Je pense que une des principales difficultés, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est réussir à casser une idée reçue. Parce que tu as des consommateurs qui vont penser que, tu vois, un truc qu'on entend, c'est vos produits, c'est de la chimie. C'est pour ça que tout à l'heure, je te reprenais. non, mais c'est vrai parce que je me dis c'est de la chimie parce que en fait, ça surprend. C'est-à-dire que comme ça, voilà, tu te dis, mais comment à base de pois et de blé, tu arrives à un truc qui ressemble à un steak ou à du poulet?
Et en fait, c'est pour ça qu'on ouvre notre usine, qu'on fait visiter, il n'y a rien de chimique derrière. Alors, certes, les machines sont plus grosses, mais c'est comme, je te dis, une cocotte minute que tu auras à la maison, mais un peu 2.0 où tu peux faire varier les trucs. Mais il n'y a rien de chimie, il n'y a rien à rajouter dans ces produits. Donc, il faut casser un peu cette idée reçue-là. Et également sur le goût, tu vois, donc faire déguster à fond parce que souvent, voilà, il y a eu des produits végétaux qui n'étaient pas terribles par le passé, donc certains sont restés bloqués là-dessus à se dire végétal c'est bon, j'ai essayé, m'en reparle pas quoi. Et le tofu, je pense, a aussi cette mauvaise image-là parce qu'effectivement, quand on a, voilà, il y avait des tofu qui n'étaient pas forcément très bons. Maintenant, on en fait voilà des fumées, avec plein de choses pour comme un peu vous ce que vous faites pour le rendre un peu plus séduisant et effectivement là c'est tout de suite meilleur quoi. Donc voilà, c'est vraiment de faciliter, c'est vraiment ça, c'est vraiment de ça. Et tout à l'heure tu parlais de mission, c'est ça notre mission, tu vois. Après c'est chacun qui doit choisir. Nous on n'est pas là pour imposer au consommateur de dire tu dois arrêter de manger de la viande ou pour le culpabiliser quoi. À la limite il y a peut-être d'autres moyens, mais en tout cas c'est pas notre rôle à nous en tant que fabricant de produits agroalimentaires, de culpabiliser le consommateur. Nous, on doit offrir des solutions pour faire qu'une fois qu'il a pris conscience et qu'il a envie de consommer plus végétal, soit le plus simple possible pour lui. Avec des produits où il sait qu'il va les mettre facilement dans ses recettes parce que il sait faire une faritas, il sait faire une quiche lorraine, il sait faire un hamburger, donc il va facilement remettre en œuvre les produits et il va prendre du plaisir en le mangeant. Là, on a fait notre job. Et bien sûr, on met des produits qui soient clean, qui soient sains, parce que c'est pour faire bouffer n'importe quoi aux gens, ça non quoi. Donc là, à partir de ce moment-là, on sait qu'on a rempli notre mission et derrière, ça peut fonctionner. Et du coup, j'avais une question tout à l'heure que je n'avais pas posée. Est-ce que vous savez, les consommateurs d'accro, quelle est la typologie un petit peu des personnes? Est-ce que, voilà, tu m'as parlé beaucoup des jeunes, est-ce qu'on voit vraiment nettement que c'est plus acheté par les jeunes voilà, en fait, c'est assez difficile à lire parce que tu as celui qui achète, mais tu as celui qui consomme. D'accord. Et donc, on voit qu'il y a quand même un atypisme, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de jeunes qui achètent nos produits. Mais on sait aussi que dans les familles, parce qu'il y a pas mal de familles dont les responsables du foyer ont entre 50 et 60 ans, ou 40 et 60 ans, c'est beaucoup pour leurs enfants, parce que c'est eux qui basculent. Mais malgré tout, quand tu as un enfant ou un ado qui mange à la maison, tu vas parfois essayer le produit et c'est là où tu peux aussi basculer. C'est ce qui est intéressant. Tu vois, Old El Paso qui s'est super bien développé, au départ, c'est ça, quoi. Ils sont allés séduire les jeunes également qui allaient manger à droite à gauche et c'est comme ça que ça s'est démocratisé dans les foyers. Et je pense que donc, je ne peux pas te dire aujourd'hui précisément quel est le consommateur final. On sait que les jeunes en consomment beaucoup. Mais dans le profil d'acheteur, c'est un peu plus typé jeune. On sait que c'est un peu plus urbain aussi. Plus tu es proche des villes et des centres-villes, plus il y a de la consommation. Et un peu plus aisé parce que historiquement, les produits étaient assez chers. Et donc, c'est tout un enjeu de réussir à démocratiser. Tu fais une superbe transition avec ma question suivante. C'est pas voulu, t'as vu. Franchement, là, c'est parce que j'allais te demander si le prix était le principal frein pour l'adoption du coup du végétal. Alors, je pense que ça a été un frein en tout cas. Parce que tu regardes, il y a encore 5 ans, les produits étaient 2 à 3 fois plus chers que la viande. Donc là, pareil, tu demandes un effort au consommateur. Tu lui dis, ok, si je te résous le problème du goût, etc., mais tu lui demandes de payer 3 fois plus cher que la viande, alors que la viande, c'est déjà quand même parmi les produits les plus chers que tu trouves aujourd'hui dans l'alimentation, ça ne marche pas. Donc on s'est dit, on veut aussi un produit qui soit au même prix que la viande. Et c'est pour ça, comme je te disais, qu'on a choisi d'être producteur pour éviter les marges intermédiaires. C'est pour ça qu'on travaille en local également pour ne pas faire venir des matières premières de l'autre bout de la planète. Et on arrive aujourd'hui à être moins cher que la viande. Parce qu'on a travaillé comme ça et aussi parce que la viande a pris une inflation de dingue depuis 3-4 ans. Et donc aujourd'hui, un steak, tu vois, de grande marque, il est vendu entre 22 et 23 euros du kilo. Notre steak accro, il est vendu à 19,50 euros. Donc on est vendu moins cher que de la viande. Donc je pense que c'était un frein. Ça peut le rester encore, parce que ça reste dans des ordres de grandeur qui sont quand même assez chers par rapport à ce que tu peux trouver globalement dans l'agroalimentaire. Mais je pense que avec le développement d'entreprises comme la nôtre, de la production qui va se développer aussi, qui va nous permettre d'écraser des frais fixes, plus on aura de volume, plus il y aura de consommation, plus on arrivera à faire baisser les prix et à démocratiser. Oui, donc c'était peut-être le cas avant. Maintenant, vous essayez du coup de vous mettre en dessous la viande. Et du coup, donc, comment est-ce que vous arrivez concrètement à avoir donc, des prix vraiment accessibles et moins chers que la viande? Parce que voilà, tu m'as dit voilà, au niveau local, etc. Mais
Donc il y a deux choses. Déjà, on va utiliser directement les matières végétales, là où quand tu es sur un bœuf, le temps de la croissance de l'animal, la consommation de toutes ces ressources-là, fait qu'à la fin, tu as un prix un peu incompressible. Et c'est pour ça que la viande est en train de prendre des augmentations si fortes, voire même, il commence à manquer de viande sur le marché, parce qu'à un moment, tu as besoin de tellement de ressources que ça ne marche plus, il y a de l'envolée des prix. Donc nous, on arrive à mieux maîtriser ça, parce qu'on va directement travailler la matière première agricole. Et encore une fois, le fait de travailler en local, on diminue la quantité de transport, et ça va nous permettre de proposer des produits à des prix plus attractifs. Et on a fait aussi le choix d'avoir des niveaux de marge qui soient assez faibles pour permettre cette démocratisation. Parce que si on avait voulu prendre des marges super élevées dès le départ, ça ne l'aurait pas fait. Il faut permettre cette adoption par le marché. Donc on préfère rogner sur nos marges sur le démarrage pour qu'on puisse apporter des produits au bon prix. Et après, il y a aussi, donc remettre un petit peu dans le contexte, tu me diras si je me trompe, mais que du coup la viande, ça fait 50, 60 ans que c'est bien rodé, que il y a des subventions aussi de l'État, alors que de l'autre côté, le végétal, c'est un peu comme si on était tout seul dans notre coin en train d'essayer de faire un truc avec nos mains qui ressemble à ce qu'il y a à côté. Donc c'est un peu David contre Goliath, et qu'effectivement, c'était pour ça qu'au départ, les prix étaient beaucoup plus élevés parce que tous les processus, etc., c'était des choses qui voulaient de nouveau un petit peu, alors que la viande, ça oui, c'est vrai. Tu as des outils de production qui sont énormes, qui sont ce qu'on appelle amortis, c'est-à-dire que ça fait des années qu'ils ont été construits, donc tu vois, il y a moins d'investissement derrière. Nous, c'est tout nouveau, le site, tu vois, il est tout neuf, donc on vient d'investir et il faut du temps pour récupérer ça. Donc c'est sûr que, comme tu dis, c'est un peu David contre Goliath, parce que l'industrie de la viande, c'est une industrie qui est énorme, qui a d'énormes moyens, et donc qui a eu cette capacité à tendre vers une démocratisation de ces produits. Mais bon, donc, comme tu le disais, donc on arrive petit à petit au fait Exactement. que maintenant on a un peu réussi à mettre ça en place, et on va avoir récolter un peu les fruits de ce qui a été planté. Et d'avoir des alternatives végétales qui soient moins chères que la viande. Tu m'as un petit peu dit tout à l'heure, mais selon toi, à quoi ressemblera l'alimentation végétale dans 5 ans? Allez, 2030 typiquement. Est-ce que déjà, le végétal en global en France? Ouais. C'est jamais facile, parce que tu vois, tu m'aurais posé la question il y a 5 ans, j'aurais jamais dit qu'il y avait une telle offre qui se serait développée, autant de produits, surtout qu'il y a 5 ans, je bossais déjà dans le végétal, donc tu vois, et de voir à quel point ça s'est diversifié, à quel point le niveau de qualité des produits a progressé, c'est assez incroyable. Donc je pense que dans 5 ans, ça aura encore été révolutionné, parce que tu vois, on travaille pour améliorer encore la qualité des produits. On sait qu'on peut progresser énormément. On travaille sur beaucoup d'innovations. Donc, je pense que le marché sera beaucoup plus diversifié. Il y aura une offre et des formes produits beaucoup plus larges. Vous allez inonder le marché un petit peu, c'est ça exactement. C'est le but. C'est le but. Ouais, parce que si tu veux varier ton alimentation demain, c'est pareil. Il faut un maximum de formes et on peut faire plein de choses en végétal. Donc, on est au balbutiement en fait du développement de ce marché-là. On peut tellement faire, il y a un champ des possibles qui est tellement énorme. Je pense que ce sera beaucoup plus varié, beaucoup plus riche en termes de variété de produits, d'usage et encore meilleur en termes de goût. Ça, c'est clair. Donc de beaux jours devant nous. Oui, complètement. Et ça va faire du bien. Et je pense que tous ceux qui aiment le végétal vont se régaler et commencent déjà à se régaler. Oui, franchement, je trouve qu'on n'a pas à se plaindre, tu vois. Je suis très content de l'offre qu'il y a aujourd'hui, et puis à chaque fois qu'il y a des nouveautés, c'est super. Ça aide peut-être plus les personnes à l'heure actuelle à faire le changement. Exactement. Parce que je pense que les personnes où ça fait plusieurs années qu'elles sont végé-vegan, je pense que globalement c'est pas trop compliqué. C'est plus pour faire le switch. Au cours des dernières années, on a vu plusieurs propositions de décrets. Pour interdire les mots steak, saucisse, plein d'autres choses pour les produits végétaux. Heureusement, elles ne sont pas passées, même si on n'est pas passé loin quand même. Et concrètement, quel impact ces potentiels décrets, parce qu'ils ne sont pas passés, ont eu chez Accro? Et comment est-ce que vous vous êtes un peu soudés avec les autres complètement. En fait, on n'a vraiment pas compris au départ pourquoi il y a eu ces décrets. Et vraiment, moi j'ai trouvé ça absurde, parce que d'une part, on était accusé de tromper le consommateur en disant les gens ils se trompent, ils achètent votre saucisse, ils croient que c'est une saucisse animale et ils découvrent après que c'est végétal. Est-ce que tu peux juste redire un petit peu le décret, ce que c'était, remettre un peu Donc le contexte. Le décret proposait de supprimer toutes les dénominations type steak, saucisse, nuggets, escalope, etc., considérant que c'était des termes qui appartenaient au territoire de l'animal et du carnet, et que le végétal n'avait pas le droit de se les approprier. Donc après, tu avais des débats enflammés, les pour, les contre, mais à la limite,
Enfin, je pense que le point de départ de ce décret, c'est de se dire il y a une tromperie du consommateur. Oui, c'était la justification, c'était en fait vous trompez les consommateurs Exactement. quand ils voient steak. Ils croient qu'ils achètent un steak animal voilà. alors que… Et c'est vrai que nos produits tendent à y ressembler, mais sur les packs, tu as écrit un énorme 100% végétal, pois et blé. Aucun consommateur nous a jamais appelé pour nous dire « Attendez, mais je pensais avoir acheté un steak de bœuf, c'est quoi votre truc ?» C'est pour ça que c'était assez risible quand même quand on a, quand on a vu ça. C'était un peu… Faut pas se moquer de nous, quoi. Exactement. Peu, donc bon, c'est là où tu sens un peu le poids de certains lobbies qui ont aidé à pousser ce genre de décret. Un peu beaucoup. Et d'autant plus qu'on est sur un rayon à part. Le rayon s'appelle le traiteur végétal, qui est balisé, tu vois, donc t'es pas en plein dans la rayon boucherie. Bon, bref. Donc c'est pour ça qu'on le trouvait absurde. Et le pire, c'est qu'en plus, il crée une concurrence déloyale. Parce que tel qu'il était proposé par la France, ça interdisait aux entreprises comme Accro, qui fabriquent en France, de pouvoir appeler ces produits-là steak, saucisses, etc. Mais des entreprises du végétal basées n'importe où ailleurs dans le monde pouvaient continuer à vendre en France des produits qui s'appelleraient steak, saucisses, etc. Donc on a dit non seulement c'est absurde parce qu'on ne trompe personne, mais en plus il y a une concurrence, une distorsion qui est concurrentielle qui fait que les entreprises françaises sont pénalisées. Donc c'est complètement incohérent parce que ça veut dire que vous favorisez même les entreprises qui ne sont pas basées en France. Donc là, on était au comble de l'absurde. Ouais, on se demande un peu comment est-ce que ça a pu être validé finalement, comment est-ce que en fait on… Mais heureusement, ça l'a pas été au final. Non, mais, comment, même la proposition, je veux dire, pour que ça sorte un peu en mode public, c'est que voilà, ça n'a pas de sens vraiment concrètement. Non, il n'y en avait pas. Mais c'est pour ça que du coup, comme on a trouvé qu'il n'y avait pas de sens, on s'est dit, bien sûr, d'un point de vue juridique, on s'est battu avec tous les autres intervenants du végétal. Mais aussi on a un peu tourné en dérision, c'est-à-dire qu'on on a mis en place des campagnes de communication plutôt sympas, assez inédites, parce que quand tu as plusieurs concurrents ou acteurs du marché qui se mettent ensemble pour communiquer d'une seule et même voix avec les mêmes créations publicitaires, etc. Moi, j'avais jamais connu, quoi. Et donc c'est un truc hyper nouveau et qui a eu beaucoup d'impact, qui a fait un buzz énorme. Et tant mieux, parce qu'en fait, ça a permis de souder les acteurs du marché, puisque finalement, on a tous une mission forte, on a tous des missions où on souhaite agir positivement pour la planète, où on souhaite faire bouger les lignes. Et donc, finalement, ces lobbies de la viande nous ont plutôt renforcés, parce que d'une part, on a gagné et le décret a été annulé parce que le Conseil d'État a fait annuler ça avec une décision de la Cour de justice européenne qui allait en ce sens. Et d'autre part, parce que ça nous a permis aussi de regarder comment on pouvait mieux se défendre face à des actions de lobby qui cherchent à diminuer le développement de ce marché. Je dis diminuer parce que c'est pas arrêtable, mais à le ralentir au maximum. Ils voient que du coup, c'est effectivement comme tu disais, ça commence à venir, donc ils sentent un peu le vent tourner. Exactement. Donc voilà, ça nous a renforcé pour nous défendre, mais également pour mieux promouvoir les produits. C'est-à-dire que, tu vois, être capable de parler d'une seule et même voix, d'être capable de faire connaître les bénéfices de ces produits, comme on parlait tout à l'heure, ça nous a plutôt rapprochés. C'est vrai que ce côté absurde a vraiment mis un coup de projecteur voilà, sur 3-4 marques vraiment françaises où vous êtes vraiment soudés, effectivement. C'est vrai que c'est peut-être, on se dit, ça a peut-être eu un impact positif, finalement, c'était peut-être une bonne chose. Exactement. Et si jamais demain, le décret passe, est-ce que vous serez… Alors là, il ne passera plus, puisque là, il est définitivement annulé. Oui, après, peut-être qu'il y aura peut-être d'autres formes, mais quand même, quand il y a une décision de la Cour de justice et du Conseil d'État… Généralement, c'est… Mais c'est vrai que oui, vous aviez tourné en dérision ridicule un petit peu les noms de vos produits. Le décret était ridicule. Ah oui, donc bien à sûr, un moment, autant le prendre avec humour. C'était trouver les cylindres pour les saucisses. Exactement. C'est ça, voilà, en expliquant, nous on avait choisi, on avait fait une campagne, tu vois, on nous disait, en gros, on n'a plus le droit de dire boulette, B-O-U-L-E-2-T-E. Donc on avait dit, maintenant on va l'appeler boulette, B-O-U-L-A-I-T-E, etc. Ou merguez, on avait changé l'orthographe, etc. en disant, si vous voulez qu'on joue au ridicule jusqu'au bout, on va y aller. On va mettre des orthographes complètement différentes et du coup, on aura le droit, quoi. Ouais, donc bon, voilà, c'est quelque chose de passé maintenant, mais effectivement, ça a bien fait… oui, ça a quand même fait… Ça a secoué parce que… encore une fois, parce que c'est pas juste, il n'y a pas de fondement réel dans la réalité de ce décret, il n'y avait aucune tromperie et c'est juste vouloir ralentir un marché qui est en train de se développer, qui répond à des attentes et à des besoins que l'on a. Donc à un moment, il faut arrêter de mettre des bâtons dans les roues. On peut dire qu'ils sont peut-être un peu trompés, qui ça n'a pas eu l'effet escompté de baisser le… Complètement. Voilà, au contraire, ça a fait une mise en lumière sur tous les acteurs.
Enfin, nous, on n'a jamais eu autant de visibilité que quand on s'est battu contre ce décret, donc t'as mieux. Ok, donc comme quoi des fois on peut voir effectivement le tirer du positif. Après c'est ça, exactement. Au niveau philosophique, mais de quelque chose de négatif à premier abord, et vraiment l'extraire. C'est les bases des arts martiaux. Tu vas utiliser la force de l'adversaire pour en faire une force pour toi-même, parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est David contre Goliath. Mais là, on a utilisé toute la force des lobbies de la viande pour donner de la visibilité et de la force au végétal. Bon, c'est très intéressant. C'est du coup, ça fait plaisir un petit peu. Exactement. Avant de passer du coup à la conclusion, toi du coup, quel est ton rêve? Voilà. Mon rêve, c'est que justement, ce marché continue de se développer de façon massive, qu'il y ait une prise de conscience progressive de tous les consommateurs et que derrière, il y ait de la consommation qui se développe. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on a un enjeu qui nous dépasse largement. On sait que si on continue à produire comme on le fait, à consommer comme on le fait, on va vers le mur, on va se prendre le mur. Donc, il y a besoin de basculer. Et mon rêve, c'est que justement, il y ait cette prise de conscience collective. Ce qui est quand même super, c'est là où je dis qu'il y a une partie de mon rêve qui est en train de s'accomplir, c'est quand tu vois que les jeunes générations sont en train d'en prendre conscience et modifient déjà leur consommation. Tu te dis, ça c'est le gros des consommateurs demain, et qui vont derrière le transmettre à leurs enfants. Donc ça veut dire que, tu vois, à la limite, je sais pas, on séduirait que les seniors, bon, je serais un peu plus inquiet sur la suite, quoi. Mais quand tu dis que tu séduis justement les jeunes, c'est tous les consommateurs demain. Donc ça donne quand même beaucoup d'espoir sur l'avenir. Et est-ce que tu le vois du coup avec tes fils? Est-ce que tu essayes aussi, enfin, tu m'as dit qu'ils le faisaient déjà naturellement, mais voilà, est-ce que tu te dis, ok, il faut que vraiment, vu que ça va être eux, demain à ma place, enfin voilà, peut-être pour aussi porter des projets comme ce que vous faites chez Accro, etc. Exactement. En fait, ils sont super sensibilisés à ça, mais encore une fois, pas spécialement parce que je baigne dedans, parce qu'avant, je vendais au contraire plutôt des galettes de tofu, des choses comme ça, mais j'ai jamais pu leur faire manger. Parce que c'était sec, Et quand j'ai amené ces produits-là, c'est là aussi où ils ont basculé. Parce qu'il y avait une prise de conscience et une connaissance qui s'était développée et qui voyait bien l'aberration de la consommation actuelle. Mais surtout, quand tu leur amènes des produits qui sont bons, c'est là où je disais tout à l'heure, il ne faut pas se perdre de vue que tu ne peux pas demander au consommateur de faire un compromis. Enfin, tu peux te le dire, tu peux dire oui à chacun, mais ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est d'apporter la meilleure solution possible pour faire en sorte que ce soit le moins douloureux possible pour le consommateur. Exactement. Il faut que ce soit bon, il faut que ce soit au bon prix, il faut que ce soit sain. Si tu coches toutes ces cases-là, ça peut marcher. Si tu ne les coches pas, à un moment, tu ne fais pas complètement ton job. Oui, tu vas aller que sur une partie spécifique de la population. Après, à chacun de se faire ses convictions, de se renseigner, de s'informer, de faire ses choix. Mais nous, notre responsabilité, notre rôle, c'est vraiment de lui simplifier au maximum la vie. Ça ne doit pas être complexe. Tout ce qui va être complexe, ça met un frein, une barrière à cette évolution. Et après, tu peux râler, tu peux dire « ouais, mais tu peux gueuler contre ton voisin qui va continuer à manger trop de viande, etc. » Mais si à un moment, tu lui vends un produit qui est 4 fois plus cher que de la viande, s'il n'a pas les moyens de se le payer, il ne pourra pas. Donc, il faut réussir, nous, en tant qu'industriels, à apporter toutes les solutions possibles pour permettre à celui qui a fait ce choix de changer facilement dans son alimentation. Et est-ce que tu peux du coup me redire les nouveautés que vous avez sorties là en avril et où est-ce qu'on peut les trouver? Alors, on a sorti pas mal de nouveautés. On a sorti 2 plats cuisinés qui permettent justement, tu vois, donc une bolognaise notamment, tu vois, avec des spaghettis et des boulettes plutôt sympas. On a également un couscous aussi. Couscous. Voilà. Avec vos saucisses merguez et boulettes également. On a sorti aussi une croquetas. C'est donc ça pour l'apéro. Donc c'est assez sympa, quoi. C'est un fromage vegan qu'on a utilisé. Avec du jambon qu'on fabrique, enfin du jambon végétal qu'on fabrique chez Accro. Du jambon, Exactement. Et donc ça va être une coque, tu vois, panée, très croustillante et du fondant à l'intérieur. Ça, c'est canon. Après, on a sorti un filet meunière, comme je te le disais tout à l'heure, voilà, avec cette aromatique un peu citronnée très sympa. Il y a les deux tranchées. Merci, tu m'aides. Tranché poivre. Exactement. Et tranché à l'italienne. Voilà, donc là, on est plutôt sur un peu ce qu'on retrouve dans le jambon, un peu jambon d'Aos, jambon à l'italienne, tu vois, très sympa en aromatique et tranché très fin. Ça, c'est pas mal pour l'apéro. Et la dernière, j'en ai oublié une, c'est le suprême de poulet.
Donc le dernier, ah oui, effectivement. Voilà, en fait c'est une innovation, pourquoi je l'ai oublié, c'est parce que c'est une innovation qu'on a lancée en avant-première chez un client, donc qui était lancée déjà depuis quelques mois, mais qu'on lance là massivement partout, en restauration et en grande distribution. Et donc c'est comme un filet de poulet, donc un filet de poulet assez épais et très sympa parce que tu peux le faire revenir à la poêle pour avoir un aspect caramélisé, tu peux le faire au four aussi rôti, et en plus il y a un petit jus avec une aromatique d'herbe, c'est assez canon en termes de texture et de goût, quoi. Et là, on a fait le tour. Donc, un beau programme. Donc là, on est à 7, effectivement. Et donc, si j'ai bien compris, il y en a d'autres qui arrivent aussi très prochainement. Exactement. En fait, on continue de développer toujours pour avoir apporter des nouvelles solutions, des produits qui soient sympas et permettre, comme je te le disais, un maximum d'usages possibles et à chacun de pouvoir trouver le produit qui lui plaît bien. Et du coup, dernière question par rapport à ça, parce que effectivement, donc, où est-ce qu'on peut les trouver? Parce que c'est vrai que des fois, au niveau de la distribution, peut-être que vous distribuez nationalement, mais voilà, je sais qu'à chaque fois c'est en mode ah, moi je le trouve pas chez moi, ici, tel magasin, etc. Donc ça aussi, je pense que c'est vous de votre côté un point qui est compliqué au niveau de l'accessibilité. Exactement. Nous, on aimerait que nos produits soient accessibles partout, dans tous les magasins du jour au lendemain, mais ça se passe pas comme ça. Il faut du temps, donc c'est pareil. On a une équipe de vente qui passe dans les magasins pour faire référencer les produits. Donc parfois, il faut être un peu patient. N'hésitez pas à demander au chef de rayon ou dans les magasins où vous passez pour avoir les produits parce que ça aidera justement à les faire référencer. Mais globalement, ces INO-là seront présentes dans l'ensemble des enseignes de grande distribution classiques et également en restauration. Donc potentiellement dans les restaurants scolaires, les restaurants d'entreprise dans lesquels on est référencé. Et bon, dernière question, si tu avais un mot, une phrase, un message à faire passer pour conclure l'épisode, quelque chose que tu as envie de transmettre, qu'est-ce que les personnes devraient retenir de notre échange? C'est une belle question ça, pour finir. S'il y avait que ce moment-là, en fait, de tout ce qu'on s'est dit. Moi, je dirais qu'il faut, soyez curieux. Soyez curieux parce que parfois, on peut s'arrêter pour de mauvaises raisons. Tu vois, quand je te parlais des idées reçues sur le végétal, je pense qu'aujourd'hui, le végétal a vraiment changé, il a évolué. On amène des produits avec Accro qui sont super intéressants en termes de goût, d'usage, on peut vraiment se faire plaisir. Mais il faut être curieux, il faut aller découvrir, il ne faut pas hésiter à déguster. Et c'est ça qui va permettre derrière de changer les choses. Parce que je pense que si on n'est pas curieux, c'est là où on reste un peu toujours à reproduire les mêmes choses qu'on a appris à faire par le passé, ou les messages qu'on nous a fait rentrer dans la tête pendant des années et qu'on croit juste. Je pense qu'il faut être curieux pour justement s'ouvrir à ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, dans l'environnement, comprendre aussi notre consommation, comment elle impacte de plus en plus. Et ça, c'est de la curiosité. Et aller découvrir les produits, ce qui peut se faire, c'est aussi de la curiosité et c'est bien. Et pas s'arrêter parfois des messages qui peuvent être négatifs, qui sont poussés par les uns par les autres sur ces catégories de produits. Je pense que la curiosité et l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui est clé pour demain aller vers une meilleure consommation. Écoute, merci beaucoup. C'est un beau message de fin. Effectivement, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Merci à toi pour l'échange. C'était très intéressant. Voilà, on a parlé vraiment très spécifiquement des innovations, de la production et tout. Donc, c'est quelque chose, c'est pas forcément l'habitude de comprendre, de vraiment rentrer dans le détail d'une marque. Donc, c'est très intéressant. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, à bientôt. Merci Maxime. Merci Renaud. Salut.